Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Savez-vous quelle est la première cause d'hospitalisation en France ? Eh bien, ce sont les maladies liées à notre système digestif, comme le syndrome du côlon irritable, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, l'ulcère gastrique. Alors, comment les dépister et les traiter, mais surtout comment les éviter ? Eh bien, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Invalidantes, douloureuses, chroniques, les pathologies digestives touchent aujourd'hui près d'1 Français sur 5 et le plus souvent des jeunes en pleine possession de leurs moyens. Et pour ces patients, c'est souvent la double peine, celle de vivre avec une maladie qui va durer toute la vie, car malheureusement, ces pathologies intestinales ne se guérissent pas dans la majorité des cas. Et puis celle de vivre avec une maladie honteuse, qui déjà a parlé du charme discret de nos intestins, parce que malheureusement, tout ce qui touche à cet organe reste encore très tabou. Alors pour briser le tabou, justement, je compte sur mes invités. Docteur Julien Scanzi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un hépato-gastro-entérologue d'un genre un peu nouveau parce que votre passion à vous, c'est le microbiote, ce qui n'est pas encore le cas de tous vos confrères, ce qui est un peu dommage, c'est quand même la clé de notre santé. Et à ce microbiote, vous lui avez consacré un livre passionnant intitulé « Incroyable microbiote » aux éditions Le Duc. Vous êtes également titulaire d'un master 2 en nutrition humaine et santé. Vous avez aussi un compte Instagram très suivi parce que justement, vous parlez sans complexe et avec beaucoup d'humour de notre tuyauterie intestinale qui mériterait beaucoup plus de déférence. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette émission. Et vous exercez également à l'hôpital de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand. Donc merci d'être avec nous. Et pour vous accompagner dans cette mission de réhabilitation de nos intestins, Sophie Jourvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous exercez à Paris, vous êtes également l'auteur d'un livre « La méthode douce pour mieux manger », 33 micro-changements pour rééquilibrer notre alimentation, pour rééquilibrer votre alimentation sans vous priver aux éditions Le Duc. Et sur votre site, vous décrivez ainsi votre livre, un livre pratique mais aussi scientifique, psychologique, ludique et un rien philosophique. Et oui, peut-être que ce sujet de l'alimentation sera un jour au bac de philo. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Sait-on jamais. En tout cas, un grand merci d'être avec nous. Mais avant de vous donner la parole, nous avons voulu savoir comment les Français cohabitaient avec cet organe, un corps si mal aimé. C'est un reportage d'Hélène Laurenceau. Pour moi, les maladies digestives seraient le foie, tout ce qui dépend de la digestion, en fin de compte, voilà, quoi. Les maladies digestives, c'est tout ce qui est lié au système digestif, à l'estomac. C'est tout ce qu'on a du mal à digérer, les choses grasses, peut-être les choses sucrées. Malheureusement, je pense à quelque chose qui n'est pas très joyeux, je pense au cancer du côlon. La gastro-entérite, oui, qui est plutôt une maladie hivernale, je dirais. Ça m'évoque la maladie de Crohn. Je pense, des intestins, si je dis pas de bêtises. L'intestin irritable, à mon avis, ça en fait partie. Au niveau des intolérances alimentaires, il peut y avoir l'intolérance au lactose, au gluten. Il y a certains aliments qui me font comme le chou de Bruxelles. Moi, j'ai une allergie, mais c'est digestive, au moule. Que ce soit les pâtes, le pain, le lait, toutes ces choses-là, je les gère assez difficilement. Alors le microbiote, pour moi, ça serait tout ce qui est... la vie dans les intestins. Mais c'est la flore intestinale, je crois. De nom, ça me parle. J'ai cru entendre parler, je sais pas si c'est dans les médias, mais pas plus. C'est toutes les bactéries qui permettent d'avoir un tube digestif en bonne santé, qui vont permettre l'absorption des bons aliments et le rejet des mauvais. J'ai été obligé de faire on met une caméra pour voir l'estomac. La coloscopie, je crois, c'est ça. Pour moi, ça serait à partir de 45-50 ans où il y a un contrôle très rigoureux là-dessus. Bon voilà, c'est un bon état des lieux. Le microbiote, on y reviendra dans la dernière partie de cette émission plus en détail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs milliers de Français souffrent d'une maladie intestinale chronique, cancer digestif, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, ce fameux syndrome du côlon irritable. C'est un chiffre qui augmente quand même de façon constante depuis ces 2 dernières années. Comment l'expliquer, docteur Scanzi ? Oui, en fait, en effet, qui n'a pas mal au ventre ? On a l'impression que tout le monde autour de nous
ont un mal au ventre, c'est quelque chose qui est en considérable augmentation et notre mode de vie n'est pas pour rien en fait. Depuis plusieurs décennies, on vit plus de la même manière, on mange plus les mêmes choses, on est sédentaire pour la plupart et surtout stressé et on a une alimentation qui n'est plus celle d'avant. On a une alimentation industrielle, très pauvre en fibres et riche en additifs de toutes sortes, ultra transformés. Et c'est majoritairement à cause de tout ça qu'on a de plus en plus de ces problèmes digestifs, voire de maladies digestives chroniques. Alors justement, parlons de ces maladies inflammatoires chroniques qui touchent les intestins, qu'on appelle les MICI, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Qu'est-ce qui se passe pendant ces maladies et comment on peut les différencier ? En fait, ce sont des maladies chroniques. Donc, en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui permette d'en guérir, qui entraînent une inflammation plus ou moins sévère du tube de l'intestin. Alors, pour la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, il y a des petites différences. On va dire que la maladie de Crohn peut toucher l'ensemble du tube digestif de la bouche à l'anus, globalement, alors que la rectocolite hémorragique va se concentrer sur le rectum, plus ou moins le gros intestin, le côlon. Alors, il y a des points communs entre ces deux maladies. Très souvent, les gens vont être fatigués, avoir des douleurs au ventre, avoir des troubles de transit, souvent de la diarrhée, parfois des saignements. Mais c'est assez difficile de distinguer l'une ou l'autre de la maladie, l'une ou l'autre de ces maladies, juste par la clinique. Donc il y a des signes cliniques qui vont nous alerter sur le fait que, notamment quand ça touche quelqu'un de jeune qui a ces signes cliniques assez sévères, on va penser à ces maladies-là. Ensuite, il va falloir faire des examens complémentaires pour diagnostiquer ces maladies. Est-ce qu'on connaît les causes qui peuvent être à l'origine de ces maladies ? Alors, les causes, elles sont multiples. C'est ce qu'on appelle des maladies multifactorielles. Avant, on pensait beaucoup que c'était des problèmes de génétique. On avait une forte prédisposition, parfois héréditaire, à développer ces maladies-là. Maintenant, on se rend compte, avec énormément d'études environnementales, que ce sont des maladies environnementales, justement, qui sont plus liées à notre mode de vie qu'à une prédisposition génétique, même si elle existe, notamment dans le cadre de la maladie de Crohn, et notamment dans ces facteurs environnementaux, c'est l'alimentation. On sait qu'une alimentation ultra transformée, riche en additifs, notamment en émulsifiants, etc., peuvent augmenter ces maladies-là. On sait que la sédentarité, on sait que le manque de fibres, que la pollution, le tabac aussi, il y a tout un tas de facteurs. Tabac, on parle passé. Bien Sophie, sûr. vous en avez beaucoup en consultation, oui, aussi des patients. Alors, tout comme Julien, j'ai beaucoup de patients qui ont mal au ventre, effectivement. Alors, heureusement, ce n'est pas le plus fréquemment une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Parce que là, on est vraiment dans les cas extrêmes d'inflammation intestinale. Mais j'ai des patients qui ont été diagnostiqués en effet d'une MICI. Vous pouvez les accompagner. Voilà, on peut les accompagner pour la gestion des symptômes. Comme l'a dit Julien, malheureusement, ça ne va pas traiter la maladie, mais on peut accompagner pour une meilleure qualité de vie. Oui, parce que justement, il y a des médicaments, des anticorps monoclonaux, parce que on fabrique en fait des anticorps contre sa paroi intestinale. C'est un peu ce qui se passe. Oui, en fait, c'est le système immunitaire qui est déréglé et qui attaque en quelque sorte le tube digestif, la muqueuse, qui va créer de l'inflammation. Et ensuite, c'est tout un système qui s'auto-entretient. Un cercle vicieux où le microbiote est altéré, l'intestin devient poreux, laisse passer des molécules qui vont entretenir une certaine inflammation. Et puis, le système immunitaire qui est censé réguler tout ça ne marche pas correctement et entretient cette inflammation. Et donc, effectivement, très souvent, on a besoin de médicaments qui vont justement cibler le système immunitaire pour arrêter l'inflammation intestinale. Alors, juste aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a la maladie cœliaque qui reste quand même très rare. C'est entre 1% et 2% de la population qui se manifeste par une intolérance totale au gluten. Donc là, évidemment, ça va être exclusion du gluten à vie. Le gluten, effectivement, la protéine que l'on retrouve dans le blé. Il y a également cette pathologie qui est très redoutée par les Français. Ils en parlaient tout à l'heure dans notre reportage, qui représente quand même plus de 40% des pathologies digestives, c'est le cancer du côlon. Alors la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il est détecté à un stade précoce, ce type de cancer offre quand même un très bon pronostic, docteur Scanzi. Oui, bien sûr, heureusement, et on a la chance d'avoir des systèmes de prévention, enfin en tout cas de détection précoce. Alors, quels sont les premiers symptômes justement qui pourraient nous mettre sur la voie ? Alors, il peut y avoir des symptômes, mais très souvent, les symptômes arrivent tardivement. Ça peut être bien sûr des douleurs au ventre inhabituelles, un transit qui se modifie, ça peut être du sang dans les selles, ça peut être un amaigrissement,
Mais bien souvent, voilà, c'est souvent pas forcément tard, mais en tout cas très souvent la maladie est silencieuse, elle n'entraîne pas de symptômes, et donc il va falloir se tourner vers des méthodes de détection précoce. Alors il y a le test de dépistage qui concerne la population générale à partir de 50 ans, mais il y a également les coloscopies, qui est vraiment l'examen qui sert à détecter un cancer du côlon et même à prévenir un cancer du côlon, c'est-à-dire en détectant des lésions précancéreuses qu'on appelle des polypes et notamment des adénomes. Donc cette coloscopie, elle a tout son intérêt chez les patients qui sont à risque augmenté de développer un cancer du côlon, ce qui est le cas par exemple quand on a un parent, un frère, sœur, qui a eu déjà un cancer du côlon. Il y a un facteur héréditaire. Exactement, il y a une certaine hérédité, donc contre laquelle on ne peut pas lutter, mais pour le coup, on a cet examen de dépistage qui est la coloscopie et qui s'adresse chez ces gens à risque augmenté de cancer du côlon à partir de 45 ans en général. Qui n'est pas un examen très agréable à faire, surtout la préparation, mais il faut le faire quand vraiment il y a des facteurs de risque. Et puis vous parliez tout à l'heure de ce dépistage de sang au niveau des selles, parce qu'on peut perdre du sang dans les selles sans forcément s'en rendre compte. Et pour vos 50 ans, vous avez peut-être reçu par courrier une jolie invitation de la part de l'assurance maladie qui vous invitait à vous faire dépister avec la possibilité de recevoir gratuitement un test à domicile. On peut aussi s'en procurer chez son pharmacien ou chez son médecin. Alors pour ceux que ce type de test pourrait rebuter, parce qu'effectivement, il faut prélever un échantillon de ces selles pour rechercher la présence éventuelle de sang, eh bien, je vous propose une petite démonstration dans le cadre de la journée de sensibilisation au cancer colorectal à l'hôpital de Troyes. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est un reportage de Glenn Essoli. Le kit de dépistage pour montrer aux gens que c'est simple d'utilisation, c'est à faire chez soi. Donc ils ont juste à placer le petit kit sur la cuvette. Ils font leurs besoins dedans, donc il y a des trous pour que l'urine elle passe et qu'elle ne reste pas dessus. Ils ont à prendre un petit goupillon comme ça, à prendre dessus, à frotter dessus, parce qu'il y a des petits traits, donc comme ça, à remettre dedans. Vous pouvez un petit peu secouer, vous remettez dans la pochette, qui était la pochette que vous avez reçue, et vous le renvoyez par la poste. Donc c'est bien de faire ça un jour où il n'y a pas de week-end après pour que le prélèvement parte directement. Habituellement, il n'y a pas de signes. Okay? Dans la majorité des cas, le cancer il a le temps de grandir beaucoup, et seulement là, il va donner des signes. Donc on peut avoir des douleurs au ventre, on peut avoir des saignements à niveau rectal, on peut avoir des troubles de transit type alternance, constipation, diarrhée, on peut avoir de la fatigue. Le conseil simple de manger beaucoup de fruits et de légumes, de faire une activité physique, le tabac surtout, et éviter l'obésité sont les choses les plus importantes. Et surtout, participer au dépistage. Donc voilà un geste simple qui peut vraiment sauver des vies. Donc lorsque vous avez reçu l'invitation, vous pouvez commander directement le kit de dépistage sur le site de l'assurance maladie, monkit.dépistage-colorectal.fr pour le recevoir à domicile. Ou sinon, je le répète, allez le chercher chez votre pharmacien, ils en ont, ou chez votre médecin. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il est possible de réduire considérablement les risques en changeant seulement ses habitudes alimentaires. Oui, tout à fait. Le mode de vie, il est pour quelque chose dans ce cancer. On a parlé d'hérédité, et ça, on ne peut pas lutter contre l'hérédité. Par contre, on peut lutter contre certaines formes d'alimentation qui augmentent le risque de développer ce cancer, notamment la viande transformée, viande rouge, viande transformée et charcuterie. On sait que ça augmente le risque de développer un cancer. Charcuterie à cause des nitrates ? Notamment, ouais. On sait, à l'inverse, les fibres vont diminuer le risque de faire un cancer du côlon. Et puis on a parlé du tabac, l'alcool sont également des facteurs de risque de développer un cancer du côlon. Et puis la sédentarité, le surpoids et l'obésité. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables par des changements de mode de vie, des changements alimentaires. Donc autant essayer de faire un maximum pour diminuer ce risque-là. Sophie, est-ce qu'il y a des... Je confirme, effectivement, les données de l'HAS montrent que l'obésité va augmenter à peu près d'un tiers le risque d'avoir un cancer du côlon. Par ailleurs, si on en mange à peu près
au-delà de 100 grammes de viande transformée ou de viande rouge par jour, on augmente également son risque d'avoir un cancer du côlon. Alors, en revanche, il y a une pathologie qui est beaucoup mieux connue des Français, c'est le syndrome du côlon ou de l'intestin irritable. Et pour cause, nous serions 9 millions de Français à souffrir d'un intestin un peu trop sensible. Le problème, c'est que ce terme de syndrome de côlon ou d'intestin irritable, c'est un peu une sorte de fourre-tout de tous nos symptômes abdominaux. Or, c'est vraiment une pathologie à part entière, docteur Scanzi. Oui, alors le problème vient du fait qu'on n'a pas un examen qui permette de diagnostiquer avec certitude ce syndrome-là. Puisqu'en fait, tous les examens sont par définition normaux quand on a ce syndrome-là. Donc, c'est en fait, selon la définition actuelle, c'est une association de douleurs au ventre qui arrive souvent par crise, qui sont associées à des modifications, des perturbations du transit, de la diarrhée, de la constipation ou une alternance de diarrhée et de constipation. Puis des ballonnements, des gaz, de l'inconfort Exactement. intestinal, une digestion qui est ralentie. Et dans la majorité des cas, on a pu démontrer un lien entre ces troubles et une altération du microbiote intestinal. Alors, quelles sont les principales causes susceptibles de déséquilibrer notre microbiote, Sophie? Les principales causes, on va encore se répéter, désolé, mais c'est effectivement des facteurs environnementaux, donc une alimentation pauvre en fibres. Donc les fibres. Voilà. Alors peut-être qu'on peut rappeler d'un mot ce que c'est que les fibres. Oui, qu'est-ce que c'est que les fibres et dans quoi on les trouve et quelle Moi j'aime bien dire que c'est le squelette du végétal. Si vous prenez une pomme et que vous enlevez les fibres, ça fait du jus de pomme. Donc, en quelque sorte, c'est cette matrice qui n'est pas digérée au niveau de l'intestin grêle et qui va descendre jusqu'au côlon et qui va servir de carburant, en quelque sorte, à nos bactéries intestinales qui vont les fermenter. Et c'est ça qui va les rendre vigoureuses, variées, etc. Et d'avoir un bon microbiote. Voilà. Et donc, ces fibres, où est-ce qu'on les trouve? Essentiellement, enfin même uniquement dans le végétal. Donc, les fruits et légumes, les légumes secs, les céréales complètes, les graines oléagineuses notamment. Il faudrait quelle quantité par jour à peu près? Alors, pour que ce soit les recommandations, c'est 30 grammes par jour aujourd'hui. Il faut savoir que les Français, en moyenne, en mangent plutôt autour de 15 grammes. Donc, on est très, très loin du compte. Alors, par exemple, quand on mange une pomme, c'est combien de fibres à peu près? Si on mange une pomme, on va avoir 4 grammes de fibres. Oui. Ça va être très peu, finalement. Donc, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas suffisant. C'est déjà pas suffisant pour avoir, en tout cas, en termes de Exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même y aller. Et justement, par rapport à ce qu'on disait là, sur le syndrome de l'intestin irritable, des gens qui n'ont pas le syndrome de l'intestin irritable peuvent quand même avoir parfois des difficultés ponctuelles avec les fibres. Il faut comprendre que le corps s'adapte. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller progressivement. Oui, parce qu'au début, on peut consommer des fibres et tout d'un coup, on se dit, voilà, je suis ballonnée, j'ai des gaz, etc. C'est ça. C'est ce qui arrive, par exemple, au début de l'été, quand on mange plein de crudités. Ouais. Au début, on a un petit peu de mal à les supporter, puis petit à petit, ça se passe très bien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à revenir légèrement en arrière, puis retourner tranquillement et pas se dire les fibres, et augmenter c'est pas pour progressivement les doses, en disant les fibres, c'est pas pour moi. C'est ça. Ou se faire accompagner par des professionnels de l'alimentation, de la diététicien, parce etc. qu'il y a différents types de fibres aussi. Il y a des fibres qu'on tolère mieux, d'autres moins bien, Exactement, donc il faut y aller progressivement. Mais on a besoin de ces fibres pour nourrir les bonnes populations bactériennes de notre microbiote. Et puis il y a plein d'autres choses qui dérèglent le microbiote. Oui, dans notre environnement, il n'y a pas que l'alimentation, mais les médicaments, beaucoup altèrent le microbiote, à commencer par les antibiotiques. Donc on le sait tous, c'est pas automatique. Ça altère beaucoup le microbiote intestinal. Et d'autres médicaments comme les antiacides, il y a 16 millions de Français et Françaises qui prennent des médicaments qui diminuent l'acidité de l'estomac et qui vont perturber leur microbiote. Et ça, on le sait que ça peut engendrer une augmentation de risque d'avoir des symptômes digestifs, voire des maladies intestinales comme le syndrome de l'intestin. On va prendre ces médicaments pour ne pas avoir des brûlures et en fait on va se retrouver avec des symptômes digestifs. On va régler une chose et dérégler autre chose. Avec des ballonnements, des gaz, etc. parce qu'on arrivera moins bien à digérer nos protéines notamment parce qu'on n'aura plus assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Exactement. Et après il y a la pollution, les pesticides. Il y a énormément de facteurs qui vont perturber le microbiote. Et les antibiotiques, ça va altérer. On sait, par exemple, on est obligé de prendre des antibiotiques pendant 7 jours. Est-ce qu'il faut prendre des probiotiques avec nécessairement? C'est au bout de combien de temps notre microbiote va de nouveau se rééquilibrer? Exactement. Notre microbiote, il a cette capacité de résilience. C'est-à-dire après avoir subi une agression, par exemple, suite à la prise d'antibiotiques, c'est l'agression principale du microbiote, il a cette capacité à revenir à son état antérieur. Sauf que malheureusement, cette résilience, elle n'est pas infinie, elle n'est pas systématique. Et parfois, le microbiote peut ne pas réussir à revenir à son état antérieur et rester déséquilibré et conduire à une moins bonne santé plus tard. Alors, les probiotiques, effectivement, c'est une très bonne indication de prendre des probiotiques en cas de prise d'antibiotiques. Les études montrent que ça diminue le risque d'avoir de la diarrhée suite à la prise d'antibiotiques. Et donc, on considère que ça doit probablement limiter un petit peu les dégâts sur le microbiote intestinal, sur la flore intestinale de ces antibiotiques. Donc oui, c'est recommandé dans cette indication-là. Également, dysfonctionnement du nerf vague.
On n'y pense pas assez, hein, Sophie. C'est ce nerf qui prend racine à l'arrière du crâne, qui passe par le tronc cérébral et qui descend jusqu'aux intestins. Tout à fait. Et il y a ce fameux lien intestin-cerveau qui est maintenant bien connu. Donc via ce nerf vague, en effet, via aussi des neurones qui communiquent entre elles. Donc on se rend bien compte, je ne sais pas si on va à un entretien d'embauche, par exemple, ça va serrer un petit peu le ventre. Donc on voit bien qu'il se passe des choses. Donc le stress va altérer notre digestion par le biais du nerf vague, en fait. C'est ça. Notamment, oui. Alors, la recherche sur le microbiote avance beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on pourrait espérer dans les prochaines années une meilleure prise en charge des cancers, du diabète, de l'obésité ou encore des maladies neurodégénératives, puisque toutes ces maladies pourraient être liées à un dérèglement de notre microbiote. Et aujourd'hui, vous pouvez, vous, contribuer personnellement à accélérer cette recherche en participant au projet French Gut. Regardez. De nombreuses études scientifiques montrent que le microbiote influe sur la bonne santé d'un individu. Le microbiote va remplir plusieurs fonctions essentielles pour notre bien-être et notre santé. Il va contribuer à la digestion, il va aider à la protection directe contre l'installation et la prolifération des microbes de l'environnement et il va enfin dialoguer avec l'ensemble de notre corps humain, notamment avec le cerveau, le foie ou les poumons. Le French Gut va permettre d'aller plus vite et plus loin dans les connaissances du microbiote intestinal pour améliorer la santé et l'alimentation de demain. Donc notre travail sur cette plateforme-ci, ça va être de séquencer l'ADN des bactéries qu'on a dans nos fesses. Donc les ADN sont dans ces petits tubes-là. Et on va décrypter l'ADN pour avoir la séquence des génomes des bactéries. L'ADN, c'est un petit volume de liquide qui est là congelé. Le French Gut, le microbiote français, est un projet de science participative pour accélérer la recherche du microbiote en France. Le French Gut a pour ambition de recruter 100 000 participants d'ici 2027, aussi bien en bonne santé que malades. Avec les grandes avancées scientifiques que French Gut va apporter, nous espérons que demain, le microbiote soit au cœur de la prévention santé et qu'il soit intégré dans l'approche thérapeutique pour soigner les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc voilà, si vous souhaitez faire avancer la science, eh bien, n'hésitez pas à participer à ce projet. Il suffit de vous rendre sur le site www.lefrenchgut.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà, l'objectif, c'est de récupérer un maximum d'échantillons pour pouvoir étudier ce microbiote. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on parle quand même d'une forme de régime alimentaire que les gens vont faire très souvent lorsqu'ils souffrent de ballonnement et de gaz. C'est ces fameux régimes sans FODMAPs. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'un FODMAP, Sophie ? Alors les FODMAP, ce sont des glucides qui vont avoir la particularité de fermenter plus dans notre intestin. Et chez certaines personnes, eh bien, ça va provoquer en effet des gaz, ça va pousser un petit peu la paroi abdominale, ça qui peut faire que ça fait mal, en particulier si on a ce qu'on appelle une hypersensibilité viscérale. Et le paradoxe, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire avec Dr Scanzi de manger beaucoup de fibres. Et le problème, c'est que ces FODMAP, ce sont aussi des fibres et qui vont être mal tolérées chez certaines personnes. Donc attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les fibres. On a assez dit à quel point c'était important. Mais dans certaines circonstances, dans le cas d'un diagnostic avéré d'intestin irritable, ça peut être intéressant pendant un temps limité de limiter, voire supprimer ces fameux FODMAP. Qu'on trouve essentiellement dans les qu'on va trouver dans beaucoup d'aliments. Poireaux, les asperges, voilà, le lait, le blé, dans plein d'aliments, malheureusement. Qui sont très bons pour notre microbiote, mais... C'est ça. Le problème, c'est que les gens ne pas les exclure sur du long terme. Voilà. C'est ça, parce que souvent, les gens qui le font tout seuls vont trouver une liste sur Internet et vont éventuellement se trouver améliorés, tant mieux, mais ils vont du coup continuer à manger comme ça pendant très longtemps. Et là, on va avoir un effet pervers, puisque en fait, sur le long terme, ça va altérer le microbiote, puisqu'on aura réduit nos fibres. Donc, il y a vraiment 2 phases dans ce protocole. La première, où on exclut ces FODMAP, on avise, est-ce que ça améliore, oui ou non. Si ça améliore, on fait une deuxième phase où on réintroduit progressivement pour aller cibler vraiment les intolérances les plus manifestes et ensuite trouver une alimentation qui reste quand même le plus élargie possible. Je vois que le docteur Scanzi acquiesce, vous êtes tout à fait d'accord. Et puis, il n'y a pas que les fibres, il y a aussi les aliments fermentés, on n'en parle pas souvent, mais ça booste le microbiote intestinal, ça augmente la richesse et la diversité. Donc les yaourts en font partie, mais la choucroute, les autres légumes lacto-fermentés, puis les boissons fermentées, le kéfir, le kombucha, etc. Voilà. J'ai énormément de mes patients qui vont mieux au niveau digestif après avoir augmenté ce genre d'aliments.
Un grand merci à tous les deux. Voilà, ça passe très vite, hein, à 26 minutes. Alors, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'un cancer du côlon, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, c'est une guérison complète dans 90% des cas. Donc, on est attentif à certains sites, mais surtout, on n'hésite pas à se faire dépister, surtout à partir de 50 ans. On va récupérer un kit de dépistage chez son pharmacien, son médecin, ou on le commande en ligne auprès de l'assurance maladie. Pensez à chouchouter votre microbiote, ça c'est la clé pour rester en bonne santé. Je pense qu'on avait passé les bons messages. Des fibres, même si on ballonne un peu au début, on y va progressivement. Les aliments fermentés aussi. Et si vous avez des intestins hypersensibles, voilà, il y a des solutions pour soulager les symptômes. N'hésitez pas à aller consulter une thérapeute comme Sophie qui pourra vous aider à adapter votre alimentation, à lutter contre le stress ou à rechercher une autre cause. On n'en a pas parlé, mais un problème de thyroïde aussi, ça peut avoir un impact sur notre digestion. Voilà. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.